Bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette première table ronde qui est dédiée à la santé des migrants au quotidien. Il va y avoir 3 intervenants et je demanderai à chacun de ces 3 intervenants de rester dans les 10 minutes qu'on leur a attribuées de façon à ce que le débat puisse être suffisamment important puisqu'on a prévu à peu près une demi-heure de débat. Les 3 intervenants sont Françoise Sévignon qui est la présidente de Médecins du Monde, qui est par ailleurs médecin. Tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on se connaissait en fait depuis très longtemps. 40 ans, me dit-elle. Oh là là, mais j'étais à peine né. Françoise va nous recontextualiser un petit peu la problématique de la santé des migrants et nous parlera de l'observatoire de l'accès aux soins que Médecins du Monde a mis en place. Ensuite, nous aurons Andrea Tortelli qui va nous parler de santé mentale dans le champ des migrants et qui nous vient de l'hôpital Sainte-Anne. Et puis enfin, François-Xavier Schweyer, qui est sociologue à l'École des hautes études en santé publique et qui nous parlera d'une enquête européenne sur les professionnels de santé et du domaine social, et notamment des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la prise en charge des migrants. Françoise, on commence par toi. J'installe mon petit bureau. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'être ici au nom de Médecins du Monde. Il y a quelques acteurs de Médecins du Monde, même de nombreux acteurs de Médecins du Monde présents dans la salle, dont un certain nombre qui étaient présents hier à notre journée scientifique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, 10 minutes c'est court, donc je vais partager ma présentation en 2 temps. Le premier, pour contextualiser un peu, pourquoi la santé des migrants est délabrée en ce moment. Donc je vais vraiment m'attacher à traduire le contexte plutôt que d'être très exhaustive dans les pathologies qu'on rencontre sur le terrain. Cependant, dans ma seconde partie, je vous donnerai quelques informations, quelques données sur l'Observatoire des Missions France de Médecins du Monde. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet observatoire sur notre site, avec des chiffres et des données beaucoup plus détaillées. Alors, en fait, je vais revenir à notre journée scientifique, dite humanitaire et solidaire d'hier, de Médecins du Monde, où on s'est beaucoup dit que finalement, le soigner, c'est un acte politique. Et à Médecins du Monde, on revendique très fort cette approche politique du soin. On dit aussi souvent que les patients qu'on accompagne, les personnes qu'on accompagne, quel que soit leur statut, sont des titulaires de droit. Alors, titulaire de droit, c'est une expression qu'on a fauchée quelque part à Médecins du Monde Espagne, parce qu'ils revendiquent haut et fort cet aspect des droits. Et pour nous, la santé ne va pas sans les droits fondamentaux qu'on défend, bien évidemment, tous ensemble. Donc, en fait, notre façon de traduire l'engagement, elle se fait sur le territoire français, en Europe et partout dans le monde, comme vous le savez. Alors, dans le contexte, actuellement, je voulais commencer par dire qu'il n'y a pas de contraintes particulières qui empêcheraient que tous, à commencer par les réfugiés et les migrants, soient inclus dans notre système de soins. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on a un système de soins qui pourrait de fait être plus accueillant, qui aurait les possibilités d'être plus accueillant, en quelque sorte de dire que la stratégie nationale de santé pourrait s'appliquer à tous. Donc c'est une vraie question de dire comment on arriverait à inclure l'intégralité de cette personne dans notre système de soins, dans cette stratégie ambitieuse telle qu'on l'a présentée, dont on aura possiblement l'occasion de reparler. Le deuxième constat, qui est très contextuel, c'est que la santé de ces femmes, de ces enfants, et je pense qu'on aura l'occasion de reparler des mineurs non accompagnés, parce que ça fait partie des préoccupations et des personnes qu'on accompagne au quotidien avec Médecins du Monde, et de ces hommes, est instrumentalisée. Ça, c'est un point extrêmement important. Il est semi-récent, il s'amplifie. Si on parle des tests osseux et de la façon dont ils sont utilisés à des fins de définir la minorité des jeunes que l'on reçoit, c'est vraiment comment on arrive à essayer de contrôler ces personnes par des tests médicaux. Il y a un autre volet
qui nous remonte beaucoup des terrains, c'est le fait que on maintient, nous, pouvoirs publics, on maintienne ostensiblement ces personnes dans des mauvaises conditions sanitaires. Et c'est une façon d'instrumentaliser la santé aussi. Quand on n'a pas accès aux soins, on n'a pas envie de rester. Le harassement permanent des forces de police et toutes ces contraintes dans les conditions de vie au quotidien qui pèsent sur ces personnes font qu'on instrumentalise leur santé au global. Le troisième point, c'est que de plus en plus, et là aussi ça simplifie, on assiste à des conditions véritablement inhumaines. Alors vous parliez de hyper-humanité, on peut parler d'infra-humanité, de ce qu'on constate sur le territoire français. Alors, dans Paris, autour de Paris, il y a des campements qui se recréent, bien évidemment dans le nord de la France, mais aussi du côté de Briançon. Il y a des acteurs de Médecins du Monde qui pourront vous donner des détails sur ce qu'on voit de ces conditions d'inhumanité, d'infra-humanité sur les terrains, et encore une fois en France. Ces conditions inhumaines, elles ont été dénoncées très récemment par des agences onusiennes. Donc là aussi, pour la seconde fois, parce que ça a déjà été fait à Calais, on a des experts onusiens de l'extérieur qui nous disent, écoutez, je cite, leurs préoccupations sur les politiques migratoires toujours plus rétrogrades que met en place la France et les conditions insalubres dans lesquelles vivent les migrants. Donc on se fait donner des leçons quelque part, sans réponse évidemment politique actuelle, à ces conditions d'inhumanité des personnes. Je ne vais pas m'étendre, je vous montrerai quelques données de l'Observatoire sur les pathologies qu'on peut rencontrer sur les terrains que je vous ai cités. C'est des pathologies de la très grande précarité, de la très grande pauvreté, donc des pathologies respiratoires, des pathologies dermatologiques, des pathologies digestives, et par-dessus tout, je dirais, mais Andrea saura nous le rappeler, nous le mentionner, des troubles psychiques très importants, vraiment très importants, et une des réponses qui est, je crois, structurée des équipes de Médecins du Monde, c'est pour faire face, accompagner et répondre à ces troubles psychiques qui sont encore une fois majeurs. Un autre fait marquant qui est très contextuel, c'est que les soignants et les aidants, ceux comme vous tous, nous tous, qui cherchent à améliorer l'état de santé de ces personnes, on est empêché de soigner. C'est quand même assez incroyable. On est empêché de soigner. On est aussi dénoncé par une rhétorique qui est inacceptable, comme par la maire de Calais récemment. Les aidants sont accusés de faire le jeu des passeurs, de fournir des âmes aux migrants. Donc on est dans une rhétorique qui est encore une fois inacceptable concernant nos activités. On est accusé de délit de solidarité et menacé aussi de poursuites pénales, comme vous le savez. Et encore une fois, de façon récente, il y a quelques jours, une ONG espagnole qui s'appelle Proactiva, qui sauve des migrants en Méditerranée, a été accusée de délit et en fait est à l'encontre de poursuites pénales. Le contexte, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais certainement, c'est le projet de loi dit Asile-Immigration. Alors il se trouve que les uns et les autres, on a beaucoup dénoncé cette loi qui se prépare, qui est imminente quelque part. En fait, elle constitue la pierre angulaire de tri, d'un véritable tri entre les réfugiés et les migrants. Elle vise à répertorier les personnes, les trier, encore une fois, les contrôler, évidemment, les expulser, ceci étant quasiment l'objet unique de ce tri. Elle risque, bien évidemment, de mettre ces personnes encore plus dans l'exclusion et la précarité et la clandestinité. J'ai une dernière préoccupation qui est contextuelle, c'est sur les placements en rétention et en assignation à résidence, qui ne fait qu'augmenter, et tous les dispositifs d'exclusion dits hors les murs qui se multiplient. Et donc on assiste bien à une porosité croissante entre l'accueil et la détention et vraiment l'organisation de l'expulsion de ces personnes étrangères, la violation massive de leurs droits fondamentaux, et là encore une fois l'expulsion prend largement le pas sur l'accueil. Un dernier petit mot, parce qu'on rentre avec Anne Gilberto qui est dans la salle d'Amérique centrale. Ce qui nous a frappé, c'est la similitude entre les politiques migratoires telles qu'elles se mettent en place ici en Europe, qui sont dans le non-accueil, l'exclusion, et ce qui se passe en Amérique centrale. C'est absolument la même chose. Des décrets anti-immigration, une violence terrible sur ces terrains-là, une violence qu'on retrouve à l'identique sur le territoire européen et en France en particulier. Voilà, je vais donc vous passer quelques diapositives. C'est bon dans le timing Alors, attendez. Alors, je ne suis pas une grande experte de... Il te reste 3 minutes pour tes diapos. À 3 minutes. Alors, ça va être très très vite. Voilà, c'est celui-là. J'ai 5 ou 6 diapositives. Donc, encore une fois, tiré de l'Observatoire
français d'émission France, donc. Alors, je vais me mettre sur diaporama qui est quelque part là. Ce sont donc des données qui datent de 2016. Le préambule, il est fait. Donc voilà, simplement une cartographie des endroits où on intervient, partout sur le territoire français. Les données sont issues de nos centres d'accueil de soins et d'orientation, les CASO. Ils sont 20 sur le territoire français. On a 3 programmes auprès des mineurs non accompagnés et 2 programmes auprès des migrants en transit. Ça, c'est quand même, je vois que Nathalie est dans la salle, ce qu'on fait au niveau européen. On a des médecins du monde dans quasiment tous les pays européens, pas tous mais presque, et des partenaires surtout qui interviennent sur des champs de la santé et des champs hors santé quelque part, mais tous dans un objectif de promotion des droits des personnes. Voilà, donc nos CASO, le profil socio-économique, c'est marqué par la précarité bien évidemment et des conditions de vie difficiles, 95% d'étrangers, donc 98% qui vivent sous le seuil de pauvreté, 20% à la rue, 9% en squat ou en bidonville, et 40% sont entrés pour la dernière fois en France depuis moins de 3 mois. Un chiffre important, c'est que 86% sont dépourvus de couverture maladie. Pourquoi ils consultent dans nos centres d'accueil de soins et d'orientation? Pour recourir aux soins, mais par ailleurs, ils ont à hauteur de 28%, un peu plus, besoin également d'un accompagnement administratif, social et juridique, et comme vous le savez certainement, on les accompagne, quand c'est possible, vers le droit commun. Rapidement, quelques points essentiels sur les problèmes de santé. C'est principalement, comme je vous le disais, des pathologies respiratoires, digestives et ostéo-articulaires, des troubles d'ordre psychologique qui sont peut-être un peu sous-estimés sur cette étude, 56% avec une pathologie chronique, un état bucco-dentaire très très dégradé, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent. Évidemment, un suivi gynécologique qui n'est pas assuré pour 29% des 25-65 ans. Et une moindre utilisation de la contraception. Les femmes enceintes sont aussi une population très très précaire avec un retard dans le suivi de grossesse et pour 58% un suivi qui mériterait d'être rapidement mis en œuvre. Les principaux obstacles à l'accès aux soins, ce sont bien évidemment les difficultés administratives, je pense qu'on y reviendra, la méconnaissance de leurs droits et des structures d'accueil et de soins, et bien évidemment la barrière linguistique. Les droits des migrants en France, vous les connaissez certainement. Un petit focus sur l'aide médicale d'État, parce que depuis finalement plusieurs années, on demande la fusion de l'aide médicale d'État dans la protection maladie universelle. C'est un combat qu'on n'a pas encore gagné, mais on ne baisse pas les bras pour l'instant. Voilà, simplement l'écart entre les droits théoriques et les droits effectifs. Sur les personnes qui ont consulté dans nos CASO, vous voyez qu'il est tout à fait significatif. Si 26% auraient droit à une assurance maladie, seuls 6% sont dans l'effectivité, avec et un fossé aussi sur l'aide médicale d'État. 58% y auraient droit et seuls presque 8% ont effectivement accès à cette aide médicale d'État. Donc là, je vous remets une petite diapositive sur la barrière linguistique qui est évidemment cruciale. La barrière numérique est importante, hein. Il faut savoir se servir d'Internet. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de cet outil et quand on ne parle pas le français. Et bien évidemment, la barrière financière. Une dernière diapositive sur les conséquences des difficultés d'accès aux soins et en particulier donc le renoncement et le retard d'accès aux soins, qui est donc la colonne de gauche, c'est en pourcentage, et à droite, le nombre de personnes que vous pouvez lire sur cette diapositive. Donc un retard de retour aux soins médicaux significatif, y compris les soins urgents ou assez urgents. Et un fort renoncement aux soins au cours des 12 derniers mois. Voilà, je vous remercie.